Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4e édition en ligne de Bulle de rêve, une émission où nous vous conseillons comme d'habitude des courts-métrages disponibles sur internet. Cette semaine, pour nous présenter des films, Alexis Huneau, Marie-Pauline Mollaret et Pascal Leduf, qui a choisi les thèmes sur lesquels nous allons vous proposer des films. Nous sommes donc invités à vous partager un film pour célébrer la rentrée des classes, avec l'idée d'évoquer l'enfance, l'école. Un film ambiance 7e ciel avec des films sensuels, sexy, érotiques. Oui, contraste un peu avec le précédent thème. Et enfin, un film rêve ou cauchemar. Et cerise sur le gâteau, un bonus, un clip en animation choisi pour les images et ou pour la chanson. Bonne écoute! Pour cette nouvelle session de Bulle de rêve en ligne, la première post-confinement, voici une nouvelle série de suggestions de courts-métrages d'animation à travers des thèmes que j'ai proposés à mes camarades. Mes suggestions ne seront pas forcément parmi les plus originales, mais j'espère attirer l'attention sur quelques œuvres qui m'ont marqué, même si elles ont a priori déjà été bien vues par les amateurs. Commençons avec un thème d'actualité en célébrant de façon un peu particulière la rentrée des classes. Mais oui, l'école n'est pas finie, ça ne fait que commencer, avec l'idée d'évoquer l'enfance à l'école, car il est temps de penser aux parents qui ont été privés de leur liberté durant de nombreux mois, et de leur droit inaliénable de se débarrasser de ces tortionnaires que sont les enfants. Le film que j'ai choisi est un peu couleur locale radio-libertaire, mais l'idée de ce thème m'est revenue en pensant à ce film riche dans son animation et dans son écriture, en espérant que le principal concerné ne rougisse pas trop en tout cas, cette déclaration d'affection pour son œuvre. Il y a au moins une personne qui comprendra aussi pourquoi j'aime particulièrement un élément bien sombre de ce film très noir. J'en suis pas forcément très fier, mais bon, on est faible. Le premier film donc que je vous invite à découvrir ou redécouvrir est Cours de récré de Francis Gavel et Claire Ingaberti, qui se déroule comme son titre l'indique, dans une cour d'école, avec quelques intérieurs révélateurs sur le poids des adultes sur l'enfance, guère flatté ici, même en étant relégué au second plan. D'abord, il y a un côté romérien charmant dans le côté Bruno aime beaucoup Delphine, qui aime beaucoup Jérôme, qui regarde beaucoup Marjorie, qui n'aime plus Simon ni Bénédicte. L'atmosphère est mélancolique, un peu lourde, mais pas trop, jusqu'à un geste inattendu de désappointement prononcé aux conséquences tragiques. La fausse insouciance de la petite enfance dans une cour de récré est fausse, car la violence des codes sociaux et de comportement est tout de même présente dès les premières secondes. Cette fausse insouciance est heurtée par la découverte des premiers élans du cœur. C'est beau dit comme ça, les élans du cœur, mais les sentiments et les désirs non partagés, ça peut faire mal. L'écriture n'est jamais appuyée dans sa façon de dépeindre des aspects troubles, une richesse de fond qui est enrichie par la forme, ce style graphique élégant avec la douceur de l'animation fluide et des décors en faux air de peinture à l'eau. Je ne maîtrise pas forcément la technique employée, mais c'est mon ressenti. Il ne faudra pas hésiter à me corriger. Les tracés épurés qui ne surlignent pas les contours et laissent certains dessins avec une impression d'inachevé évoquent le style minimaliste de films comme Le Conte de la Princesse Kaguya ou de Takahata ou de La Jeune Fille sans main de Sébastien Lodenbach. Toute proportion gardée, mais il y a cette idée-là de création visuelle libre et non formatée. Certains traits de peinture sont plus tranchants, ces taches de bleu, de rouge jetées à l'écran pour illustrer de façon soudaine la violence de sentiments trop intenses de tristesse ou de colère. Ces tâches présentes dès le générique, ce sont des premiers signes du drame à venir. Déjà, la première violence dans un cours de récré, ce sont ces jeux codifiés qui séparent les enfants selon les codes normatifs de la société. Les garçons jouent au football, les filles à la poupée. Et ensuite, il y a une influence plus prégnante, plus concrète. Dans les petites choses intéressantes aussi, il y a ce passage du temps qui est au cœur d'un récit qui privilégie le ressenti sensoriel et le sous-entendu au discours abordé de façon trop frontale, malgré quelques éléments de contextualisation, mais qui restent très minimes. Ce film fait preuve d'une exigence de sa structure qui lui évite de se diriger trop sereinement vers une conclusion annoncée. La tension est ainsi maintenue jusqu'au bout grâce notamment à une variété de points de vue qui fait dévier la narration lorsqu'elle pourrait devenir trop évidente, trop prévisible. Avec ses voix off aussi, pas toujours identifiables, qui ajoute une étrangeté à une histoire qui mêle les temporalités. On est à la fois dans le présent et dans un regard d'adulte sur le passé. Donc un court-métrage glaçant dans sa conclusion, mais très marquant et d'une grande portée émotionnelle. Le deuxième thème que je propose pour cette édition est radicalement différent du premier. J'ai décidé d'aller vers quelque chose de plus coquin et j'espère que mes camarades seront graveleux, romantiques, enlevés, imaginatifs, tout ça à la fois. Donc l'idée de vous faire découvrir des films à l'ambiance 7e ciel, sensuel, sexy, voire carrément érotique. Voilà, je suis curieux de suggestions du reste de l'équipe. Alors moi j'ai pour ma part choisi un film relativement chaste, malgré son érotisme
réalisme net, vu il y a déjà pas mal d'années, mais qui me reste en bouche. Il s'agit de Tram de Michaela Pavlatova, marqué par un vrai sens de la mise en scène, de la montée d'une montée érotique progressive, avec étapes, arrêts, reprises. L'ouverture est intrigante déjà, avec un entrepôt plongé dans le noir, à peine éclairé. La lumière venant du plafond donne de faux airs de projecteurs de cinéma, éclairant sa vedette. Une conductrice de tramway joliment pomponnée qui va monter dans son véhicule. Elle sera dans un premier temps au moins la seule à apporter un peu de couleur à bord, ses passagers étant désespérément gris. Ils se ressemblent tous. Ils s'assoient cachés derrière leur journal et ne regardent personne autour d'eux. Sur une musique au rythme suggestif, elle se prend à fantasmer et le moindre élément de son environnement est transformé en instrument de plaisir. Les boutons de faux airs de tétons à titiller, les passagers glissent les tickets dans une fente de plus en plus suggestive. La selle sur laquelle la conductrice est assise n'est plus tout à fait seulement une selle. Le spectateur est ainsi projeté dans son imaginaire. Elle est emportée par un désir qui avance crescendo vers un climax inévitable, sous l'effet des soubresauts de son véhicule, mais surtout de son imaginaire communicatif qui éveille l'essence de ses passagers, des spectateurs également. Un rêve éveillé qui ne manque pas de verve. Oui, j'ai bien dit verve. Et j'aurais pu aussi évoquer pour ce thème plusieurs autres films qui ont cette richesse érotique, sensuelle, comme Asparagus de Susan Pitts, dont les films sont disponibles chez l'éditeur Revoir, ou alors le cinéma ludique et sensuel de la japonaise Yuriko Mizushiri, qui avec Sushi, mais aussi et surtout Futon, mêle paresse languissante, nourriture pour le moins connotée, un plaisir d'essence constant. J'aurais pu également citer Sypka, ou alors Pussy qui veut dire Pussy en polonais, je vous laisse traduire en français, réalisé par Renata Gazierowska sur l'avantage du bain sur la douche pour les plaisirs solitaires. Le cinéma érotique animé au féminin a ainsi de très beaux jours devant lui, mêlant une relative délicatesse, mais aussi quelque chose de plus frontal, et surtout qui n'est pas du tout aseptisé et encore moins balourd. C'est quelques petites recommandations plaisantes, j'espère. Pour le troisième thème, j'ai suggéré le rêve et ou le cauchemar. J'ai d'abord pensé à des films qui auraient été directement des scènes de rêve ou de cauchemar, mais j'ai finalement opté pour quelque chose de moins direct en suggérant plutôt un film assez irréel de Jan Funkmayer, dont tout le cinéma ressemble souvent à un cauchemar éveillé. Son travail de marionnettiste donne une certaine majesté à son œuvre, mêlant une esthétique fascinante et une ambiance un peu creepy comme ça. Je reste volontairement bref sur lui, d'autres parleraient certainement mieux, de façon plus pertinente de son cinéma, mais pour moi qu'il a adapté Alice au Pays des Merveilles est une évidence dans son imaginaire, sa version d'ailleurs la plus intense, la plus proche peut-être au final des intentions de son auteur, même si on peut avoir des doutes sur le fait que Lewis Carroll aurait partagé cette opinion. En guise d'introduction à son œuvre cauchemardesque, donc, je suggère son court-métrage Les possibilités du dialogue, où il donne vie à des créatures inanimées qui semblent se libérer de tout contrôle, du sien comme celui de leurs interlocuteurs. Et avec ce film, il montre à quel point l'incommunicabilité entre les êtres, entre les groupes, dans un couple ou entre collègues, pour être un peu sommaire, est une forme de cauchemar. Et voilà, ce sont des guerres qui se jouent entre objets du quotidien transformés, notamment dans un hommage direct au portrait du peintre Archimoldo. Voilà, c'est un film donc sans dialogue, assez brutal, dénué d'explications, mais dont le ressenti est vraiment très fort. Voilà, bon visionnage. En guise de bonus et de conclusion, j'ai envie de proposer des coups de cœur de clips animés. Alors mon choix s'est porté sur Take On Me de A. Avec le temps, cet effet s'est un peu atténué, mais à l'époque de sa découverte, ce fut une vraie révolution esthétique, voire culturelle, sans vouloir en faire trop. Autant que Thriller de Michael Jackson, réalisé par John Landis, Le Jammer de Peter Gabriel, réalisé par Steven Johnson avec une animation co-signée par ni plus ni moins que des gens de chez Hardman, c'est-à-dire Nick Park, Peter Lord, Richard Golesowski, qui sont toujours actifs aujourd'hui, mais aussi par les frères Quay, donc sacré pédigré pour ce Jammer, ou encore Money for Nothing Dire Straits, déjà réalisé par Steve Barron, comme Take On Me. Si le clip en général a aujourd'hui moins d'impact dans la culture contemporaine, il reste heureusement des plages d'inventivité, mais le clip reste beaucoup moins visible aujourd'hui que dans les années 80, et de fait, à de rares exceptions près, il est moins universel. Ces courts métrages, l'air de rien mêlant
œuvre de commande et vision artistique réelle permettrait d'aiguiser le regard d'amateurs de musique pop et de les ouvrir à une forme de cinéma dont ils pouvaient ne pas soupçonner l'existence. Ça peut être totalement le cas à l'époque. C'est un peu loin dans mon souvenir, mais probablement de façon souterraine. Je n'avais pas encore vu, je pense, la proscope de Walker quand j'ai découvert le clip, mais j'en avais déjà probablement entendu parler. Ce sont des œuvres qui n'ont que quelques mois d'écart, donc il y a cette contemporanéité-là. Alors le clip s'ouvre sur une jeune femme assise dans un café qui lit une bande dessinée au crayon en noir et blanc. Le montage adopte le rythme de sa lecture avec un découpage très cut qui impulse dans les premières secondes une animation image par image. Ces images immobiles deviennent ainsi mouvantes et la main du beau jeune homme de la bande dessinée, joué par Morten Arquette, le chanteur du groupe, dont on voit d'abord seulement le regard, l'entraîne avec elle dans les pages de la revue. Elle disparaît mystérieusement du café pour se retrouver littéralement happée derrière le miroir et ainsi pouvoir libérer ce beau jeune homme poursuivi par des motards dangereux. Ensemble, ils vont vivre des aventures palpitantes, découvrir l'amour, la liberté. Les dessins sont minimalistes, un peu comme dans un storyboard. J'aime bien cet élan-là. Enfin, il y a un côté vif du trait. Et voilà, c'est vraiment il y a vraiment une combinaison parfaite entre une écriture un peu naïve de l'histoire, mais assez attachante, qui adopte le rythme de la chanson, la voix de son interprète, les arrangements de ce tube. Alors ce clip, c'est vraiment un classique du format, avec un sens du plan fixe sur un regard dessiné, marqué par un passage fluide entre prise de vue réelle et animation, des effets techniques qui ont certes un peu mal vieilli, mais pas tant que ça, et qui résiste assez objectivement à l'épreuve du temps. Bon, après, c'est peut-être un regard subjectif, mais lié au souvenir de la découverte du clip. C'est un clip qui a permis à une chanson qui était totalement passée inaperçue avec une première version d'une banalité atroce, qui devient un triomphe, un des titres marquants des années 80, grâce à la curiosité née de ce clip réellement révolutionnaire, qui a permis à ce morceau de s'installer durablement dans les programmations diverses à la télé, à la radio. Et c'est un clip qui a été réalisé par Steve Barron, qui avait été repéré déjà grâce à ce qu'il avait fait sur Billie Jean de Michael Jackson, et le concept du clip est venu de l'intervention d'un exécutif de la Warner qui avait repéré un film d'étudiant qui s'appelait Commuter, que vous pourrez également visionner, réalisé par Michael Patterson et Candace Reckinger. Ils ont supervisé la partie graphique du clip. Steve Barron en a réalisé la partie fictionnelle, et durant les 4 mois qui ont suivi la prise de vue réelle, les dessinateurs ont créé leurs images sur la pellicule. Dans un résumé assez grossier, c'est de la rotoscopie. Leur tâche se voit à l'écran, on voit que leur travail a permis une fluidité d'un geste formel qui aurait pu être un peu sommaire, mais voilà, il y a une vraie élégance, une vraie beauté de ce trait. Esthétiquement, 35 ans après, ça reste très fort. Il y a des extraits de ce film d'origine étudiant Commuter qui illustre de façon bien plus paresseuse le clip d'un autre titre de A. Le titre, c'est Train of Thoughts, avec alternance des images du groupe dans un pseudo-live. Et étrangement, Michael Patterson et Candace Reckinger ont travaillé sur très très peu de clips ensuite. Ils ont juste signé celui de Paula Abdul pour Opposites Attract, qui mêlait encore prise de vue réelle et animation, ou aussi sur le clip Luca de Susan Vega, avec juste quelques surimpressions animées presque invisibles. Je close sur ce clip et j'espère que vous en apprécierez l'inventivité. Bonjour à tous. À moins de vivre dans une grotte, difficile d'ignorer que c'est la rentrée. Le podcast de Bulle de Rêve est de retour lui aussi. Et pour le premier thème choisi par Pascal, il est bien évidemment question de rentrée des classes, et donc d'école et d'enfance. L'occasion de vous rappeler en préambule l'existence de la chouette série En sortant de l'école qui propose depuis 2013 des films inspirés par des poèmes. Chaque saison est consacrée à un auteur particulier, de Jacques Prévert à André Chédid, en passant par Paul Éluard et Jean Tardieu. On prend plaisir à suivre les réalisateurs des différentes années, à l'image de Marion Lacour, qui avait réalisé Pages d'écriture, ou Marion Auvin, qui avait fait Je suis comme je suis. Et on retient plein de films qui furent des réussites. Impossible de tout citer, mais j'ai de manière tout à fait subjective beaucoup de tendresse pour Le bestiaire incertain d'Inès Bernard Espina, d'après Claude Roy, et pour Ville et cœur d'Anne-Sophie Raymond, d'après Guillaume Apollinaire. Autre film qui s'impose comme une évidence lorsqu'il s'agit d'enfance et de milieu scolaire, c'est bien entendu Cours de récré de l'ami Francis Gavel, co-réalisé avec Claire Inghiberti, qui croque les relations complexes au sein d'une cour de récréation.
On aura rarement évoqué avec autant de justesse les tempêtes émotionnelles qui traversent et ébranlent les jeunes enfants, symbolisées par des taches de couleurs qui explosent à l'écran. Non, l'enfance n'est pas que douceur et nuages blancs, et oui, Cours de récré est un film indispensable, qui ne cherche pas à minimiser la cruauté des plus jeunes, ni à nier leur douleur, et qui en plus le fait avec une épure et une sobriété qui évite tout mélodrame, utilisant le langage de l'animation pour donner corps aux sentiments, aux blessures, aux désirs et aux regrets, qui émaillent ce lieu tout sauf innocent. Enfin, j'avais aussi envie de prendre un peu le contre-pied du sujet, avec un film qui s'intéresse moins à l'enfance qu'à sa fin. Le chant des poissons-anges de Louison Vary s'ouvre sur une rencontre entre deux collégiennes assises dans des gradins. Le plan est fixe, les deux pré-ados échangent quelques phrases banales. Une ellipse plus tard, on les retrouve meilleures amies et étudiantes sur le point d'être séparées pour la première fois. C'est la fin de l'enfance, captée par petites touches, sans trémolo et à travers notamment une chanson désarmante, chantée à deux voix, qui imagine la suite de leur amitié. Rien de triste donc, mais une émotion délicate et sensible pour ce film qui va vous réconcilier avec le coming of age. Peut-être est-ce lié à ces innombrables rentrées des classes qui ont rythmé notre scolarité, parfois précédées de nuits agitées. Mais quoi qu'il en soit, le deuxième thème évoque un rêve ou un cauchemar. Quelque chose issu du monde de la nuit et de notre conscience endormie, et qui tour à tour nous ravit ou nous effraie. Première évidence, Mouton Loup et Tasse de thé de Marion Lacour, qui est une fable onirique et lumineuse plongeant le spectateur dans les mondes nocturnes et secrets de l'enfance. Le loup y devient celui qui rassure, tandis que les moutons, tous identiques, finissent par être franchement inquiétants. Le passage de la veille au sommeil s'accompagne d'étranges rituels. Le voyage endormi se poursuit dans l'immensité du cosmos. Sur un versant plus cauchemardesque, Silence de Simon Fitz raconte la nuit agitée d'un mangaka dérangé par l'incivilité menaçante de son voisin qui refuse de baisser le son de sa télé. Le jeune homme se voit alors projeté dans une succession d'univers imbriqués émouvants dans lesquels il est sans cesse happé par des écrans soumis au bon vouloir de son persécuteur devenu géant. Le film est très court mais retranscrit avec une certaine acuité ces nuits agitées à l'issue desquelles on est si content de se réveiller. Enfin, Dream Cream de Noam Sussman nous parle de songes artificiels qui peuvent vite virer au cauchemar le plus délirant. Un vieux couple qui s'ennuie devient accro à une crème miraculeuse et hors de prix, Dream Cream, qui permet à celui qui la porte de s'évader en rêve dans un univers de fantasmes. Laissant libre cours à son inventivité en la matière, le réalisateur plonge ses personnages dans des décors et des situations psychédéliques à grand renfort de couleurs flashy. Hélas, la crème vient à manquer, et les relations du couple se dégradent jusqu'au pugilat final. Si l'on n'est guère surpris par le tour que prend le film, cette vision what the fuck totalement assumée de la recherche de paradis artificiels comme des rapports de couple est véritablement jubilatoire. Changement d'ambiance avec notre troisième thème qui nous emmène du côté du 7e ciel ou en tout cas d'un film sexy voire érotique. Je vous propose un court-métrage qui pour cela joue sur le son, les mots et l'évocation presque abstraite de ce qu'il met en scène. Variation sur Marie-Lou de Félix Dufour-Laperrière sur une chanson de Serge Gainsbourg se construit dans la répétition, l'esquisse et le hors-champ. Le film alterne des surimpressions de corps avec des plans sur des branches d'arbres dépouillées, des morceaux de mélodies et de chants avec des silences chargés, du frottement des corps et des craquements de bois mêlés au souffle du vent. À intervalles réguliers, l'image se fige, le son s'interrompt. L'ellipse renforce la suggestion, l'impression, la sensation. Le réalisateur joue avec le spectateur, lui laissant remplir les creux, mettre ses propres images sur les situations, ses propres émotions, pour construire un film éminemment sensoriel et évidemment sensuel, dont le minimalisme n'empêche nullement la puissance. Enfin, pour terminer, le thème bonus, c'était celui du clip musical. Il est vrai que de très nombreux réalisateurs se sont illustrés dans l'exercice, et pas des moindres. Inspiration du moment, peut-être plus subjective encore que d'habitude, j'ai envie de vous parler de I'm Not Feeling Very Well de Sunkana Bjul, étudiante à la Zagreb School of Arts, sur une chanson du groupe Cravander. Des squelettes en fil de fer chantent et dansent sur un rythme effréné, presque jusqu'à l'abstraction. Minimaliste mais rudement efficace. Et peut-être pour aller vers un style musical qui est presque à l'opposé. Impossible de ne pas citer la collaboration entre Dominica et Sébastien Lodenbach, dont je vous recommande chaudement le sublime titre Toute l'attitude, parfait équilibre de flamboyance et de mélancolie. Bonjour à tout le monde, donc pour cette rentrée, c'est Pascal qui nous propose des nouveaux thèmes, 3 nouveaux thèmes plus un bonus. Ça n'a pas été évident, facile, vous allez voir pourquoi. Les thèmes sont assez ouverts et donc très intéressants pour ça, mais donc forcément plus difficile pour trouver finalement des idées, on va dire, ou en tout cas plutôt d'essayer de se
se restreindre, et c'est ça qui a été des fois un petit peu compliqué, même si en regardant bien les thèmes un petit peu plus clairement, on va dire des fois j'ai réussi, en tout cas moi de mon côté, à trouver quand même de quoi me limiter, on va dire. Alors, c'est parti pour ces 3 thèmes. Le premier était donc de célébrer la rentrée des classes, avec l'idée, alors un peu étrange, parce que mais oui, l'école est finie, mais avec l'idée d'évoquer l'enfance, l'école, et l'école qui reprend, donc on savait pas, c'était à la fois la rentrée des classes et l'école est finie. Et moi, j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé ça. Et ça se retrouve, parce que dans mes choix, dans le sens où j'ai essayé de trouver quelque chose qui reprenne peut-être ce que moi j'ai ressenti à l'école, c'est-à-dire j'étais à la fois un cancre, mais à la fois qui avait, alors je dirais pas des amis, mais en tout cas voilà, j'étais pas dans un coin, donc j'étais pas le rebelle dans un coin, j'étais un cancre, c'était assez étrange, il y avait pas une position qui était claire, vous savez, vous êtes le premier de la classe ou la première de la classe, et puis voilà, il peut y avoir des amis aussi, hein, enfin il peut y avoir, mais donc quand j'étais de l'école, je vois pas trop, et en fait je pense que c'est pas j'ai rien vu en animation qui reprend finalement ce que moi j'ai pu ressentir. Alors c'est pas une obligation, hein. Il y a d'autres films sur d'autres thèmes, on n'est pas obligé de ressentir les choses, mais là c'est la première chose que j'ai pensé, c'est ça. C'est qu'est-ce qui me faisait ressentir ça. Le seul que j'ai trouvé à la rigueur, mais je suis plutôt parti sur l'idée de l'enfance, d'évoquer l'enfance, et je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de mémoire, sauf peut-être 2 films un peu plus anciens. J'aurais cité Gerald McBoing Boing de Robert Cannon pour la UPS, célèbre film. Pourquoi ce film-là ? Parce que je trouve que ça parle de l'enfance dans justement l'indécision, l'incompréhension de qui on est. Là, un petit garçon qui ne parle pas et qui va dire que des sons. Et comment il se confronte à un monde adulte qui ne comprend pas. Et de manière un peu étrange, et même si ça finit bien, qu'il va le comprendre uniquement quand il va se rendre compte que il peut pas donner de l'argent, enfin qu'il a un talent, et que finalement alors c'est beau aussi, hein, mais que ce qu'on ne comprenait pas devient un talent. Voilà, alors c'est vrai qu'il gagne de l'argent à hasard, c'est un peu compliqué, il devient célèbre, mais de comprendre finalement qui on est. Et c'est un très beau film pour ça. L'enfance, c'est aussi le côté ludique. Je voulais parler du Merle, dont on a déjà parlé, hein, Norman McLaren plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y a ce côté ludique de l'enfance, et ce côté jeu qu'on peut avoir, et que beaucoup d'enfants, heureusement, peuvent avoir malgré tout, les difficultés, etc. Voilà, et le Merle est avec ça par rapport à l'enfance. Et je me suis rendu compte après, dans mes autres choix, peut-être parce que mon âge maintenant m'amène plus vers l'idée de mémoire, la jeunesse étant pas loin, mais quand même, voilà, s'éloigner un tout petit peu. Et je me suis rendu compte que les films, les 3 films que j'avais choisis, on va dire, alors si je devais en choisir qu'un, comme d'habitude, j'ai du mal à en choisir un, donc voilà, ce serait peut-être Gerald McBoing Boing si je devais en choisir qu'un. Mais il y a 3 films que j'aime beaucoup sur le thème de l'enfance et donc du souvenir de manière différente. C'est I Am Tom Moody, d'Hensley Anderson, qu'on a déjà cité et recité, un réalisateur que j'aime énormément. Et I Am Tom Moody, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on voulait devenir quand on était plus jeune, qu'est-ce qu'on devient finalement, est-ce qu'on réussit à retrouver ce qu'on a envie de devenir un peu plus tard ou non, comment on devient. Film magnifique. Le premier, Qui vit un chameau, qui est un film de fin d'études aussi, hein, comme I Am Tom Moody, c'est Jean-Baptiste Pelletier de l'ENSAD. C'est un film que je trouve bouleversant dans l'idée de souvenirs, et notamment qui passe par le son, là, puisque ça va être un son qui va être enregistré, et on va essayer de se souvenir, Jean-Baptiste Pelletier, le réalisateur, essaie de se souvenir de comprendre à travers les sons, une maison qu'on imagine, une maison d'enfance, une maison de jeunesse. Et c'est l'un des rares films que je trouve bouleversant, avec une voix d'enfant qui est souvent pas mièvre, hein. Il y a des très jolies choses évidemment, mais un côté, on joue vraiment sur le côté enfant, alors que le côté vraiment, là justement, la jeunesse, c'est peut-être parce que Jean-Baptiste Pelletier, quand il fait ce film, est pas si loin que ça de sa jeunesse, son film de fin d'études. Et donc, c'est une espèce de murmure comme ça qui nous raconte un poème. Et c'est très beau, c'est très touchant. Et je pense que voilà, c'est le genre de film dans lequel peut beaucoup mettre aussi de ses souvenirs, de son histoire à soi. Et le film est très beau pour ça. Et le dernier est une ancienne de Elle de l'ENSAD, Elodie Bouedec, avec Malban, qui est malheureusement pas en ligne, qui est peut-être en ligne en payant, faudrait regarder de nouveau. Je sais qu'elle l'avait mis en ligne, mais qu'elle l'avait retiré à un moment donné. Enfin, c'est un peu dommage, peut-être en lui demandant. Mais c'est vraiment un très beau film aussi sur une fois adulte, un peu comme I Am Tom Moody. Là, d'un seul coup, l'enfance revient et nous dit, mais
qui tu es réellement et qu'est-ce que tu as envie, vers quoi tu as envie d'aller et là dans une rencontre qui peut être une rencontre donc amoureuse mais qui est d'un seul coup ce surgissement de qui on était plus jeune et voilà cette évolution, je sais pas, avec ce développement à un âge un peu plus âgé, on peut appeler adulte et qui nous fait d'un seul coup prendre des choix, parce que de toute façon il faut faire des choix. Et est-ce qu'on peut changer ces choix? Donc voilà, donc c'était tous mes choix là par rapport à ce premier thème donc qui était de célébrer donc plus que la rentrée des classes là vraiment l'enfance, d'évoquer l'enfance et non pas l'école. Encore une fois, il y a des films intéressants. Hein. On pourrait citer évidemment le film de Clarin Gaberti et de Francis Gavel, Cours de récré, enfin voilà, il y a des choses, mais c'est vrai, ou la rentrée des classes de Patard et Obi. Mais voilà, donc j'ai préféré évoquer l'enfance. Le second thème, c'était ambiance 7e ciel, avec des films sensuels, sexy et érotiques. Ce qui n'était pas évident parce que on ne parle pas là de parler de sexualité. Il y a plein de films, on pourrait citer, que j'aime beaucoup. Alors, on va arrêter de citer les gens peut-être de notre émission, mais Petite mort d'Antoine Bieber, voilà, qui travaille à Bulle de rêve, mais vraiment, c'est un film que je trouve vraiment intéressant sur la sexualité masculine, dont on parle très très peu, et d'essayer aussi un peu voilà, de voir à quel point il peut y avoir des côtés, en tout cas qu'on peut ne pas aimer aussi en tant qu'homme, et notamment il n'y a pas que ça dans le film, hein, mais qu'on peut aussi ne pas aimer, ou en tout cas que ça soit avec la sexualité et par rapport amoureux, là, au niveau du corps peut être complexe. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on montre rarement de ce côté-là. Mais là, c'était pas ça. C'était vraiment c'est la sensualité. Alors c'est compliqué. Pareil, j'ai réfléchi sur des films un peu plus anciens. Une très belle scène dans un film de Tezuka d'Eiichi Yamamoto qui s'appelle Cléopâtre 1970, qui est une espèce alors vraiment devenir un truc complètement barré qui nous raconte soi-disant, enfin en tout cas de manière très libre, l'histoire entre voilà Cléopâtre et César notamment. Il y a une scène d'amour abstraite. Et en soi, on l'a déjà vu on le verra par la suite dans d'autres films, on l'a déjà vu, je pense, avant. Mais c'est vrai que d'un seul coup, de voir dans ce film beaucoup plus traditionnel, comment raconter, voilà, une scène d'amour. Et je la trouve sensuelle beaucoup plus que celle de Mind Game, qui est très belle, par exemple, hein, de Yuasa Masaaki. Mais là, il y a quelque chose c'est juste deux traits à chaque fois. Et c'est très, très beau. C'est une scène absolument magnifique. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait il y avait des auteurs par la suite dont je trouvais le cinéma sensuel, évidemment Joanna Quinn, Girls Night Out et Body Beautiful, qui est d'un érotisme et d'un sexy, d'un sensuel absolument incroyable, et en plus elle le fait avec des femmes, on va dire, et des êtres humains, enfin voilà, bien en chair, et ça alors bon, je devrais même pas avoir ce discours-là en disant c'est extraordinaire, mais on sait bien à quel point malheureusement il y a peu de films qui sont faits qui montrent que la chair est belle et qu'elle n'est pas voilà uniquement belle quand elle est toute fine et toute maigre, etc., mais qu'elle peut être, et encore une fois c'est fou de devoir avoir ce discours-là, mais en tout cas voilà, on l'a malheureusement dans nos sociétés. Joanna Quinn permet ça, et c'est assez extraordinaire ce qu'elle peut faire, et à quel point ces femmes sont vraiment très belles. En plus, c'est pas voilà, ça pourrait être un peu facile pour avoir un discours comme ça, mais vraiment elles sont absolument magnifiques dans la manière dont elles bougent, et qui représentent évidemment ce que les hommes et les femmes qui peuvent être forts dans nos sociétés peuvent aussi être, bien évidemment, et elle a réussi à le retranscrire de manière absolument incroyable. Alors ça peut paraître étrange, mais dans une sensualité peut-être un petit peu troublante, mais pas du mauvais sens, mais en tout cas un peu bizarre et un peu étrange, le cinéma de Kovalyov, d'Igor Kovalyov, Milch notamment, est pour moi un cinéma très très sensuel, très sexy et érotique, mais surtout dans son ambiance, dans quelque chose de voilà qu'on ne comprend pas forcément, mais tout est sous-tendu. Son cinéma, je trouve, dans cette idée-là, donc qui me bouleverse à chaque fois, et qui, je trouve, là, est cette sensualité qui serait pas une sensualité. Alors encore une fois, c'est ni dans le côté positif négatif, mais une sensualité qui serait plus complexe, on va dire, et qui d'un seul coup voilà nous interpellerait d'une manière différente que ce qu'on pourrait appeler ou ce qu'on pourrait imaginer comme sensuel de manière évidente. Ce serait bon à définir, mais on n'a pas le temps. Et Martha Payek, bien sûr. Voilà, je parlais de Kovalyov, mais Martha Payek, cinéma avec Impossible Figures, Another Story, Sleeping Chord,
elle a un cinéma pareil. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéma sexy, non érotique et sensuel, en tout cas qui dégage quelque chose quelque chose d'érotique. C'est une évidence totale et quelque chose de très très fort là aussi chez Martha Payek. Il y aurait pu avoir des choses évidentes comme Futon de Mizushiri Yoriko, film absolument extraordinaire, mais dont Pascal a déjà parlé d'ailleurs dans l'émission. Donc voilà, et puis qui n'est a priori en tout cas pas en légal disponible, ou Fable de Daniel Souza. Alors là vous pouvez le voir, il est sur le Vimeo de Daniel Souza, et là aussi qui parle d'une espèce d'histoire d'amour impossible entre deux personnes et que je trouve très beau. J'ai décidé de m'arrêter sur 2 films. Oui, comme toujours, j'en ai 8. J'ai décidé de comment dire, j'ai fait un petit bruit parce que là j'ai regardé justement de choisir entre 2 films, de prendre 2 films, excusez-moi, un de Shishido Kojiro qui s'appelle Naked Youth, qui est un film qui peut paraître super traditionnel et qui est super traditionnel, j'en conviens, en visuel, et c'est une course, c'est un jeune homme qui court, et puis il va rentrer dans les vestiaires, et c'est le début d'une histoire d'amour avec un jeune homme qui voit et qui enlève sa serviette, et on revient plusieurs fois sur ça en comprenant, et je trouve cette sensibilité d'y aller très doucement, de montrer comment va naître ce moment amoureux, ce moment sensuel, ce moment sexuel, on sait pas trop, ça coupera avant de toute façon. Je trouve ça assez extraordinaire, très encore une fois simple dans visuellement mais je trouve quelque chose de très fort par rapport à ça, et je pense je finirai par l'un des cinémas malheureusement c'est comme ça, elle est plus passée vers la peinture et vers l'art aujourd'hui, vers l'art l'art des galeries, etc. C'est le travail d'Alexandra Levasseur, notamment avec Playing with Fire, qui est une ancienne de Concordia, et qui, alors là, on est, je pense, dans tous les films si on parlait vraiment de sensualité, à part pour, bien sûr, Mizushiri Yoriko et Futon, qui est une évidence, et même tout son cinéma, je pense qu'Alexandra Levasseur, c'est l'un des cinémas que je verrais plus dans l'idée pour moi, de sensuel, de sexy, érotique. Si on devait prendre, ça serait le cinéma sûrement, peut-être Martha Payek, et Joanna Quinn, qui va plus vers ça. Voilà, Playing with Fire d'Alexandra Levasseur, qui est en plus là uniquement, qui est sur des sensations et du ressenti, et qui est un cinéma que j'adore énormément. Oh là là, j'ai pris beaucoup de temps. Et le dernier est encore plus difficile, donc mais j'ai décidé de trouver quand même, de choisir moi-même. C'était un rêve ou un cauchemar. C'était très compliqué, il y avait beaucoup plus de cauchemars que de rêves. C'est compliqué aussi parce que c'est ça ce qui était intéressant dans les thèmes de Pascal, c'est est-ce que c'est de manière littérale, c'est est-ce que c'est des gens qui ont un cauchemar ou un rêve à l'intérieur du film, ou est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar pour nous. J'ai décidé que c'était plutôt pour le spectateur, la spectatrice d'imaginer ça. Les cauchemars, ça aurait été, si on était d'une manière évidente, c'est pas un cauchemar d'ailleurs, c'est un cauchemar rêve, mélanger les deux, les films des frères Coué, qui pourrait ressembler à un cauchemar pour certaines personnes, et qui est un rêve pour d'autres. C'est un cinéma qui est étonnant pour ça, que certains, j'en suis persuadé, certaines pourraient voir un peu glauque, et pourtant qui est absolument magnifique. Donc c'est assez intéressant dans ce jeu-là entre les deux. Cette idée c'est un univers aussi qui nous amène dans un rêve ou un cauchemar. Il y a Atsushi Wada, une Pixar, mais d'autres, où je trouve, alors là, on est pareil, ni dans un rêve, ni dans un cauchemar, cette espèce de rituel qui nous amène dans des choses où c'est à la fois, vous savez, comme souvent quand on rêve ou quand on fait un cauchemar d'ailleurs, qui est à la fois très réel et complètement irréel, et cette espèce de mélange entre les deux. Après, il y a eu l'idée beaucoup plus claire, beaucoup plus simple d'un cauchemar, par exemple, politique, comme La Main de Trenca, ou La Grande Anarcha d'Elvise Renzini, très beau film que j'aime énormément, et qui nous lance dans un monde à la Cadique, enfin très de science-fiction, etc. Et donc cette idée de se retrouver enfermé, alors pas dans le côté confinement justement, mais aussi par rapport à des idées, des enjeux politiques qui nous dépassent et qui nous amènent dans ce cauchemar de société souvent totalitaire. Donc voilà, ces 2 films-là. Le cauchemar du corps, avec l'acteur de Jean-François Leguigny, ou Lumière, Obscurité de Jan Schwankmeyer, avec cette idée que
on essaye de se libérer de nos corps, mais tout en étant dans nos corps ou dans nos rôles comme l'acteur, et avec cette mort qui arrive, cette vieillesse, puis cette mort qui arrive, et même si on essaie de tricher avec, qui finalement ne peut faire que voilà, on ne peut aller que vers ça. Donc l'acteur a un film absolument extraordinaire pour ça, de Jean-François Laguilloni, et Obscurité, Lumière, Obscurité de Yash Vankmeyer, c'est ça aussi, c'est comment on essaie de construire son corps, mais que finalement notre corps dans cette maison va finir par retourner au cauchemar. C'est ça, le titre est clair, hein, Obscurité, Lumière, Obscurité, c'est-à-dire que voilà, on vient de rien, on va vers peut-être une lumière, mais pour retomber rapidement dans cette obscurité. Film sûrement, je pense, l'un des plus grands films de Jean Vankmeyer. On cite souvent possibilité de dialogue, où j'aurais pu d'ailleurs mettre une scène très sensuelle dans la possibilité du dialogue que j'aime énormément, c'est la deuxième séquence. On aurait pu largement être dedans. Et voilà. Et pour finir, un rêve, parce que je me suis après tout un peu là, il y a que des cauchemars. Un rêve, ça serait Impression de Montagnier d'eau de Tay Wei, qui existe en DVD, qui doit se trouver en copie moyenne sur internet. Des autres films aussi, hein, L'acteur, Darkness, c'est malheureusement des films qu'on va trouver qui sont légalement plutôt à trouver en DVD que sur internet. Souvent les réalisateurs ou les boîtes de production un peu plus anciennes comme ça n'ont pas ce côté mettre évidemment sur internet, donc vous pouvez les trouver en tout cas par contre sur DVD assez facilement. Voilà, donc Impression de Montagnier d'eau, parce que c'est l'idée qu'on puisse prendre notre temps, qui est quand même un rêve aujourd'hui, là dans cette passation, on va dire, de passation d'un instrument, c'est-à-dire comment jouer d'un instrument, et on n'est pas dans la pédagogie, justement, on a ces deux personnes, ce maître et ce jeune garçon qui vont être transportés par les vagues, transportés dans les montagnes, transportés, enfin voilà, etc., et qui vont petit à petit faire avoir cette espèce de passation absolument magnifique entre les deux, et ça pourrait être ça un rêve qui serait là, un rêve éveillé d'une société encore une fois plus douce et plus tranquille. Il y avait un bonus. La bonus, c'était un clip en animation choisi pour les images et ou la chanson. Et là, ça a été impossible parce que dans ce genre de choses, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de faire super original et prendre une chanson et un clip que peu de gens connaissent. J'aurais pu prendre le clip incroyable de Gnarls Barkley, Who's Gonna Save My Soul, qui voilà, avec un peu d'anime dedans, qui parle si bien de la rupture amoureuse et puis de se sortir de cette rupture amoureuse. J'aurais pu prendre, je sais pas moi, Lisa, le dernier film de Bastien Dupré, mais qui est pas en ligne. Mark Lotterman, Happy, voilà. J'ai oublié le nom de la réalisatrice juste maintenant où je vous en parle. Je regarde là je vais tout vous dire sur un dossier que j'ai avec quelques clips. Bon, bah voilà. J'aurais pu prendre évidemment du Ron, parce qu'il y a et la musique et tout simplement le visuel aussi. Il y a des réalisateurs passionnants comme Atsushi Makino, The Synesthesia Ghost par exemple, etc. Donc il y a plein de choses. Le groupe Inu Uefana, partir au Japon parce qu'il y a des choses complètement folles. Et finalement, j'ai fini par être le plus classique possible au monde. Ce qui est, voilà, ça fait du bien de temps à autre de juste prendre quelque chose qui est super reconnu. Mais je crois que si je devais prendre un clip en animation, et encore une fois, Dieu sait s'il y en a beaucoup, je prendrais tout simplement Sledgehammer. Voilà, Peter Gabriel, réalisé par les studios Hardman, Nick Park et Peter Lord, et les frères Coué, tout simplement parce que c'est un film c'est un clip qu'on ne ferait plus jamais aujourd'hui avec la post-prod, et quand Peter Lord en parle, c'est absolument incroyable de l'écouter parler, de dire Peter Gabriel qui restait des heures, assis avec, on faisait l'anime autour de lui, etc., et que, voilà, grande star en plus à l'époque, hein, sortant de Genesis évidemment, mais ayant créé Real World, enfin voilà, Soul album et Carton, etc. Et il fait ce clip comme ça, et c'est un clip qu'on ne ferait plus. On verrait les choses incroyables, mais notamment travailler en post-prod. Et je crois que c'est un clip qui nous marque, enfin en tout cas moi qui m'a marqué à vie. Il y a d'autres clips importants à ce moment-là, hein, dans les 90, où MTV arrive et les chaînes musicales comme ça ont besoin de vidéos. Mais c'est vrai que Sledgehammer reste une prouesse, et en plus moi j'aime Peter Gabriel, donc ça veut dire que là il y avait les deux. Donc voilà, j'ai fait très long, j'en suis absolument désolé, mais encore une fois 3 thèmes assez ouverts, donc peut-être aussi assez complexes. Et à bientôt, et puis à bientôt aussi sur les ondes de Radio Libertaire pour notre émission en direct. À bientôt, bye bye.
Pour démarrer sur un film qui parle de la rentrée ou de l'enfance, j'ai décidé de vous parler de La testa tra le nuvole de Roberto Catani, en français La tête dans les nuages. C'est un film qui parle d'une journée à l'école d'un enfant qui a manifestement l'esprit ailleurs que dans cette école dans laquelle nous rentrons et sortons au même rythme que sa pensée. Il s'agit là surtout d'un prétexte pour vous faire découvrir le travail de ce réalisateur que j'adore, dont les images et la façon qu'il a de les mettre en mouvement m'envoûtent à chaque visionnage. Ce film est certainement pour moi son film le plus difficile d'accès, notamment par son travail sur le son qui nous rappelle ces sons de l'école agressifs, en particulier celui de la craie sur le tableau qui avait marqué plus d'un spectateur à Annecy en projection. Mais s'il s'agit certainement de son film le plus dur, il fait partie pour moi des films les plus marquants de sa filmographie, tant il arrive à capter par le son, par les images qu'il propose, cette capacité d'évasion de l'esprit qu'on a tendance à associer à l'enfance, mais qui peut aussi être celle des adultes. Ce vagabondage qui fait des allers-retours entre la réalité et notre imagination, transformant des éléments que nous captons de nos yeux pour en faire des hallucinations. Bon, et puis pour ne pas vous laisser sur un truc trop rude, je vous donne un deuxième film, beaucoup plus léger, A Gum Boy de Masaki Okuda, film de fin d'études de l'école japonaise de la Geidai, dont nous avons déjà fait la publicité dans l'émission. C'est un film extrêmement réjouissant, tant par la petite comptine qui constitue sa bande-son, que par les images et le rythme de son animation nerveuse et bondissante, qui retranscrit bien l'énergie enfantine. Il met en scène un petit garçon qui ne cesse de mâcher frénétiquement son chewing-gum. On y retrouve l'influence d'un des professeurs de l'école, Koji Yamamura, dans la gestion du rythme, la liberté dans le dessin et les déformations métamorphoses qui peuplent le film et donnent à voir une mise en scène riche et énergique. Pour continuer, un film rêve ou cauchemar. Bon là ça fait plusieurs fois que je me retiens, mais avec ce thème c'est compliqué de ne pas parler de Rosto, et de vous inviter à voir ce qui restera pour moi son film clé de voûte, Jonah Tomberry. Il est disponible en ligne sur la chaîne YouTube d'Autour de minuit, malheureusement dans une copie pas excellente, mais je vous conseille tout de même son visionnage. Il me permet d'ailleurs d'éluder la question rêve-cauchemar. Avec Rosto, c'est toujours un peu un mélange des deux. On se retrouve confronté à des personnages qui semblent vivre des choses horribles dans un cadre qui tient plus du rêve. Mais de quoi parle Jonah Tomberry ? De rien de précis et de plein de choses en même temps. D'un homme qui oblige un autre à tuer un bébé, d'un univers qui existe dans la tête de son créateur mais dans lequel il est lui-même présent et ne maîtrise pas tout. Bon, je vois que vous avez déjà mal à la tête, je m'arrête là. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour visionner ce film, et pas que celui-ci d'ailleurs, vient du réalisateur lui-même. En projection à Annecy, il avait demandé au public de ne pas regarder sa dernière tétralogie avec leur cerveau mais avec leur tripes. Rosto est malheureusement décédé aujourd'hui, nous en avons plusieurs fois parlé dans l'émission déjà, ainsi que sur The Web Anime, mais il nous a laissé des films qui marquent très fort l'histoire de l'animation. Dans l'imagerie qu'il propose, dans sa gestion incroyable de l'espace et du temps, oserais-je dire que Christopher Nolan ne fait pas le poids à côté? Oui. Dans sa mise en scène, il propose des jeux visuels qui ne sont qu'autant d'invitations à suivre son conseil, sentir le film, le ressentir, se laisser guider par cette musique qu'il a composée, et qui, à la fin du film, me hérisse à chaque fois quand j'entends cette voix cristalline répétée dans ce cauchemar « Don't be scared ». Thème suivant, un film sensuel, sexy, érotique. En la matière, pour moi, il y a un réalisateur qui s'impose, c'est Sébastien Lodenbach. Quand je faisais des recherches pour mon film de fin d'études qui parlait de sexualité masculine, je revoyais régulièrement ces films qui fourmillent d'idées si belles et poétiques pour parler d'amour et de sensualité. Un film en particulier me marque, Des câlins dans les cuisines, qui nous raconte un instant entre deux amants qui se retrouvent, dont on capte brièvement qu'ils ont peut-être été ensemble, on ne sait pas très bien. Le film se concentre sur cet instant fugace où ils se revoient. Ce qui est touchant, c'est l'infinie tendresse, fragilité qui émane de l'acte de ce film, en particulier du point de vue du personnage masculin. Il y a cet instant magnifique après l'amour où sa peau se déforme pour ne pas rentrer en contact avec sa partenaire qui le caresse et qui pour moi évoquait pour la première fois à l'écran un sentiment que j'avais toujours connu et jamais vu représenté auparavant. Ce besoin d'intimité, de repli en soi. Enfin, Pascal nous a demandé de parler d'un clip, j'ai décidé de vous parler de 2 films aux frontières de l'animation que je trouve intéressants pour cela. Le premier est un clip d'Olivier Martin pour Ignatus qui s'appelle Dans l'eau, un film réalisé avec des images prises au microscope filmant en time-lapse des réactions chimiques, nous invitant dans ces images de l'infiniment petit à y voir des paysages immenses, parfois évoquant l'espace, en tout cas un tout autre univers, inconnu, qui nous berce au rythme de la chanson lente. Une douce balade contemplative dans laquelle on se sent comme dans un cocon.
Autre type de cocon, le clip de Perdu dans mon ventre de Julien Campion pour Karl et les Hommes Boîtes, le groupe de Karl Rossens, le co-réalisateur avec Noémie Marseilly, d'Autour du lac, un autre clip du groupe. Là aussi, on est à la limite de l'animation, mais à mon sens, on y est encore, puisqu'il s'agit de marionnettes manipulées. Nous sommes embarqués avec un personnage qui arpente une forêt située dans le ventre du narrateur, dans laquelle il explore, touche diverses matières étranges et visqueuses. Vous commencez à me connaître, j'aime ce film pour son aspect profondément viscéral. La chanson l'est tout autant que les images, contrastant avec cette idée d'être perdu dans un ventre, comme un moment d'une intimité extraordinaire. Il en sort un résultat étrange, déroutant, entre la caresse et le rejet, et comme tout ce qui donne des sensations contradictoires et fortes, j'adore ce clip. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission en ligne. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. On vous retrouve fin septembre sur l'antenne de Radio Libertaire pour l'émission de rentrée. À très vite!